Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la notion de travail en philosophie. Bon, vous avez déjà entendu ce mot des centaines, voire des milliers de fois. Mais qu'est-ce que c'est que le travail véritablement? Pour faire un peu d'étymologie, la première chose à savoir, c'est que le mot travail vient du latin tripalium, qui était une sorte d'instrument de torture à 3 pieux. Donc déjà, c'était pas terrible. Ensuite, au Moyen-Âge, le terme a un peu évolué et désignait alors une tâche pénible. Et en fait, c'est seulement avec le temps que le travail a pris son sens actuel, qui est lié à un effort productif et généralement rémunéré. Donc ça, c'est plutôt la définition commune. Ensuite, d'un point de vue philosophique, on définit généralement le travail comme une activité humaine visant à produire des biens ou des services pour satisfaire des besoins. En clair, ça veut dire que le travail, c'est ce que l'on fait pour transformer le monde autour de nous, et pas seulement le monde, mais également nous-mêmes, comme on va le voir. Donc, par exemple, lorsque l'on plante des légumes dans un jardin, qu'on construit une maison, ou même qu'on programme une application, eh bien, on travaille. Et pour bien comprendre tous ces aspects du travail, on va étudier sa conception selon 4 grands philosophes: Hegel, Marx, Smith et Arendt. Alors, on commence tout de suite avec Hegel, un philosophe allemand du 19e siècle. Bon, je vais pas vous mentir, la philosophie de Hegel, c'est assez complexe, parce qu'il y a un système assez lourd qui encadre sa pensée, mais là, on va juste essayer de se concentrer sur ce qu'il dit du travail. Parce que, pour lui, le travail, c'est un processus de réalisation de soi. Vous voyez, en fait, il imagine le travail comme le processus par lequel l'homme transforme le monde extérieur, qui au départ est une sorte de matière brute, indifférenciée. Et puis, par son travail, l'homme donne forme à cette matière, il l'organise, il la différencie, il la fait sienne. Donc il s'approprie le monde extérieur et le rend conforme à ses propres buts, à ses propres fins. C'est en fait une sorte de transformation et d'assimilation. Mais c'est pas tout. Hegel voit aussi le travail comme une activité de réalisation de soi. Vous voyez, il y a un but non seulement extérieur, mais également intérieur. Et sous cet aspect, ça va être une activité libératrice. En fait, en travaillant, l'homme se libère de sa dépendance envers la nature. Il devient capable de subvenir à ses propres besoins et il n'est plus à la merci des caprices de la nature. Donc vous voyez, pour comprendre ce que Hegel dit, imaginez que vous soyez un sculpteur qui travaille le marbre. Bon, au début, vous avez juste un gros bloc de marbre, quelque chose vraiment de brut, de naturel et puis d'imparfait. Mais avec votre travail, votre effort, votre savoir-faire, eh bien vous allez transformer ce bloc de marbre en une statue. Et ce qui est intéressant, c'est que en faisant ça, vous n'avez pas seulement changé le marbre, vous êtes aussi changé vous-même. Vous avez appris, vous avez développé votre habileté, et puis vous avez exprimé votre créativité. En fait, vous avez laissé une marque sur le monde. Une marque qui dit « j'étais là, et c'est moi qui ai fait ça ». Et c'est cette idée vraiment que Hegel voit dans le travail. C'est un moyen pour l'individu de se réaliser, de se libérer, de se transformer, et en même temps de transformer le monde autour de lui. Alors maintenant que l'on a vu Hegel, on va s'intéresser à Adam Smith, un philosophe et un économiste écossais. Enfin, d'ailleurs, pas n'importe quel économiste, puisqu'on le considère souvent même comme le père de l'économie moderne. La première chose à savoir sur Smith, c'est qu'il voit le travail comme la source véritable de la richesse d'une nation. C'est d'ailleurs le titre de son livre, de la richesse des nations. Donc on va imaginer une pièce d'or, eh bien, pour beaucoup d'entre nous, cette pièce semble avoir de la valeur en elle-même. Mais en fait, ce que dit Smith, c'est que la richesse qu'elle donne, eh bien, elle vient du travail qui a été nécessaire pour l'extraire, la purifier, la frapper, etc. Et ça, c'est assez intéressant comme idée, parce que ça veut dire que pour Smith, la richesse, ce n'est pas quelque chose qui existe simplement dans le monde, comme une ressource que l'on pourrait découvrir un peu. Au contraire, en fait, c'est le travail qui crée la richesse. C'est le labeur, c'est l'effort, c'est l'habileté des travailleurs qui transforment une simple roche en une pierre précieuse. Mais c'est pas tout. Smith voit aussi le travail comme le moteur du marché. Alors, le marché, ça a un sens plus général, c'est pas seulement le marché que l'on trouve dans une ville pour acheter ses légumes. Mais pour que ce soit bien concret, on va quand même l'imaginer comme ça. Donc, vous voyez, les marchands vendent des produits et puis les clients les achètent. Mais qu'est-ce qui rend tout ça possible ? Eh bien, c'est le travail. Ce sont les travailleurs qui fabriquent les produits, qui les transforment au marché, qui les vendent. Sans le travail, en fait, il n'y aurait tout simplement pas de marché. Et c'est pour ça que Smith voit le marché lui-même comme une sorte de système de travail. Ce qui fait que chaque marchand, chaque client, chaque travailleur joue un rôle dans ce système. Et enfin, le dernier truc pour Smith, c'est que le travail, c'est une façon d'économiser le temps. D'ailleurs, il a un exemple très célèbre au début de son livre, La richesse des nations, qui porte sur la production d'épingles. Vous voyez, si une seule personne devait fabriquer une épingle de A à Z, eh bien, cela prendrait un temps considérable. Mais si plusieurs personnes travaillent ensemble, chacune se spécialisant dans une partie du processus, eh bien alors la production d'épingles devient beaucoup plus efficace, et donc on crée beaucoup plus de richesse.
Alors tout ça, ça a l'air bien joli, mais vous allez voir, Marx n'a pas vraiment la même vision du travail qu'Adam Smith. Donc Marx, c'était un philosophe, un journaliste, un économiste, même un historien allemand, et pour lui, alors là, point commun comme pour Adam Smith, le travail c'est aussi une source de valeur. Mais cependant, il va y avoir quelques problèmes. Donc pour bien comprendre, on va reprendre l'exemple d'Adam Smith. Imaginez que vous soyez un ouvrier dans une usine qui produise des épingles. Donc vous travaillez dur toute la journée dans une chaîne de production pour produire vos épingles. Les épingles sont ensuite vendues, et puis votre patron encaisse de l'argent, et il vous en remet une partie sous la forme d'un salaire. Ok, jusque-là c'est très bien. Mais le problème, c'est que pour Marx, la richesse créée par ces biens provient bien de votre travail, mais pourtant vous n'en recevez qu'une fraction sous la forme de votre salaire. Et cette différence entre la valeur du bien qui est vendu et le salaire que vous recevez, c'est ce que Marx appelle la plus-value. Mais le problème, c'est que cette plus-value, eh bien vous ne la percevez pas en totalité. C'est en quelque sorte de la richesse créée par votre travail, mais dont vous ne percevez pas tous les bénéfices. Donc déjà, c'est pas top. Mais en plus de ça, Marx dit que le travail peut nous aliéner. Ça veut dire nous rendre extérieurs à nous-mêmes. Parce que, en fait, les travailleurs ne se reconnaissent plus dans le produit de leur travail. Vous voyez, encore une fois, si vous travaillez toute la journée dans une chaîne de production, et que votre seule tâche, par exemple, c'est de visser des boulons toute la journée, eh bien, vous n'avez plus aucune relation avec le produit final, puisque vous n'en faites qu'une toute petite partie. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de connaître le produit final. Alors que avant, bon c'est un petit peu cliché, mais si par exemple vous étiez un fabricant de lits, eh bien vous produisiez un lit de A à Z, et vous pouviez être en quelque sorte fier le soir du résultat de votre travail. Vous voyez, vous pouviez rentrer chez vous et puis vous dire « Ah, je suis content, aujourd'hui j'ai quand même fait un beau lit ». Et c'est donc ce lien avec le produit du travail qui est rompu dans le travail à la chaîne. Et pour Marx, c'est ça qui conduit à l'aliénation des travailleurs, le fait qu'ils ne se reconnaissent plus dans le produit de leur travail. Donc vous voyez en fait pour Marx, le travail, eh bien il n'est pas nécessairement toujours positif, ça dépend de la manière dont il est utilisé, puisqu'il peut être utilisé comme une source d'exploitation et d'aliénation. Et donc pour conclure sur Marx, en fait il pensait que le travail, tel qu'il est structuré dans la société capitaliste moderne, eh bien profite seulement à une petite élite en exploitant la majorité des travailleurs, des prolétaires. Alors après Marx, on va se tourner vers Hannah Arendt, une philosophe allemande du XXe siècle. Le truc assez intéressant avec Arendt, c'est qu'elle distingue le travail de deux autres types d'activités humaines, l'œuvre et l'action. Alors pour Arendt, le travail c'est une activité vitale, c'est le genre de travail que nous faisons pour répondre à nos besoins de base. Donc imaginez par exemple tout simplement que vous soyez en train de préparer une pomme pour la manger, bon eh bien vous la lavez, vous la découpez et puis au final vous la mangez. Tout ça pour Arendt c'est du travail, c'est une activité nécessaire à la survie. Mais vous voyez le truc c'est que c'est une activité qui ne dure pas dans le temps. Elle ne permet pas de poser des bases en fait, elle va rester limitée à la survie, c'est nécessaire, mais pour Arendt c'est évanescent, ça ne permet pas de poser des bases durables pour fonder l'humanité. Donc ensuite, pour poser ces bases, il y a l'œuvre. L'œuvre, ça concerne les choses que nous créons et qui, contrairement au travail, perdurent. Donc on peut par exemple penser à une maison. Vous voyez, une maison, elle n'est pas simplement consommée comme une pomme, elle est construite pour durer. Et j'insiste bien, c'est ça qui est vraiment important entre les deux, entre le travail et l'œuvre, c'est la différence de temporalité. Le travail ne dure pas, il est évanescent, alors que l'œuvre, elle est faite pour durer. Et puis enfin, Arendt, elle parle de l'action. L'action, ça concerne notre participation à la vie sociale et à la vie politique. Donc par exemple, lorsque l'on participe à une réunion communautaire, ou par exemple lorsque l'on vote à une élection, eh bien on est dans le domaine de l'action. Vous voyez, c'est une activité qui va au-delà des besoins physiques ou matériels, donc c'est pas dans le domaine du travail ni dans le domaine de l'œuvre, c'est vraiment quelque chose d'autre, et puis ça concerne notre participation à la société. Et pour Hannah Arendt, c'est vraiment l'action qui est le domaine, on va dire, le plus élevé de l'activité humaine, c'est ce qui nous fait être proprement humains. Et donc cette tripartition, c'est assez intéressant parce que ça nous permet de concevoir le travail pas seulement comme une activité économique, mais ça permet aussi d'insister sur son rôle vraiment essentiel, vital à la survie. Vous voyez, comme les bases nécessaires, mais qui ne durent pas, sur lesquelles il faut fonder quelque chose d'autre. Donc pour résumer, pour Arendt, le travail c'est vraiment une activité vitale qui permet de répondre à nos besoins de base. Et c'est différent de l'œuvre qui concerne la création de choses durables, et c'est également différent de l'action qui concerne notre participation à la société. Et sur ce, on en a terminé avec cette petite vidéo sur la notion de travail en philosophie. Donc, pour récapituler rapidement ce que l'on a vu, on peut dire que tous les philosophes que l'on a examinés, eh bien, reconnaissent l'importance du travail. Pour Hegel, c'est un moyen de libération. Pour Smith, il est au cœur de l'économie. Pour Marx, également d'un point de vue économique, mais pas que, eh bien, il peut être source d'aliénation. Et pour Arendt, c'est une activité vitale qui pose les bases nécessaires sur lesquelles on peut fonder d'autres choses nécessaires à l'humanité.
Donc j'espère que ça vous aura intéressé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis je l'espère, à bientôt dans une prochaine vidéo.